Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour. Sur la scène du Energies Forum. Alors, quelques questions effectivement pour vous, et pas des moindres, hein, puisque voilà, la première qui se pose, c'est celle de savoir sur quoi est-ce qu'on doit finalement travailler en priorité pour atteindre nos objectifs, ces fameux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que de votre point de vue, la décarbonation ne sera pas forcément suffisante. Je vous laisse développer ce premier point. D'abord, il faut s'entendre sur certains termes. Décarbonation, c'est sortir du carbone. Mais le carbone n'est pas le seul gaz à effet de serre. On a également le méthane qui est lié au carbone, mais les protoxydes d'azote, les gaz fluorés. Et donc la lutte contre le changement climatique, c'est réduire l'ensemble des gaz à effet de serre. Et effectivement, il n'y a pas une solution pour atteindre la réduction des gaz à effet de serre. Et en fait, quand on prend un système énergétique de notre quotidien, on va prendre une voiture, eh bien, il y a 4 leviers pour que ce système énergétique que représente la voiture puisse réduire son émission de gaz à effet de serre. Le premier levier, c'est de ne pas prendre la voiture et de favoriser l'éco-conduite, le partage du véhicule. Donc ça, c'est tout ce qui tourne de la sobriété. Donc le changement de comportement, est la première étape. Et ça, c'est la sobriété. Vient ensuite, pour réduire l'empreinte carbone de ce système, c'est le choix de la performance énergétique du véhicule. Il existe pour toutes les gammes des véhicules qui consomment 2, 3, voire 4 fois moins d'énergie. Donc c'est la combinaison des deux qui permet la maîtrise de l'énergie, sobriété et efficacité énergétique. Vient ensuite le choix du carburant. Bien sûr. Il y a bien sûr le diesel, l'essence, il y a l'hybride, il y a le gaz, comme on vient d'en entendre parler, le gaz naturel, il y a l'électricité, il y a l'hydrogène. Selon le choix du carburant, l'empreinte va être différente. Et puis il y a un 4e élément qu'on oublie trop souvent, c'est le contenu énergétique, contenu carbone des matériaux pour le système en question. Un véhicule, ça demande des émissions de gaz à effet de serre au moment de sa production. Et la décarbonisation de notre économie, c'est jouer sur ces 4 leviers. Sobriété, efficacité, énergie propre et contenu des matériaux. Et c'est uniquement quand on fait usage de chacun de ces 4 leviers qu'on peut imaginer engager une profonde transition énergétique à hauteur des enjeux de la lutte contre le changement climatique. On commence à déjà le voir, hein, au niveau de la consommation, on est plus sur de l'accès qu'à de la propriété sur les véhicules notamment. Hein. Ça fait partie des solutions, effectivement. C'est un des 4 leviers. Ça fait partie des solutions, ça fait partie des changements d'organisation. De notre côté, nous pensons que la sobriété est un levier très important et nous avons eu l'occasion d'estimer l'importance de la sobriété, du geste, de l'accompagnement pour réduire les gaz à effet de serre. Et ça permet, selon les secteurs, ça peut réduire d'1 tiers dans le transport, comme ça peut réduire de 10-15% la consommation de ces ressources. Alors, ouais. Tout à fait, on l'a vu avec différents leviers à actionner, mais vous parlez aussi, et ce sera intéressant de nous entendre là-dessus, sur les différentes formes de sobriété. Quelles sont-elles et quelles sont finalement les solutions concrètes pour les promouvoir aussi, pour atteindre cette fameuse sobriété à laquelle vous tenez énormément? Alors effectivement, derrière la sobriété qui est rentrée dans la loi de la transition écologique en 2015, dans l'article 1 qui était mentionné, et nous sommes très heureux de cela, il y a différentes façons d'aborder la sobriété. Il y a la sobriété dimensionnelle, celle qui est liée à la dimension, les espaces qu'on occupe, les systèmes que l'on utilise. Est-ce qu'on a besoin de voyager seul dans un véhicule qui fait 1,5 tonne? Donc ça, c'est la sobriété dimensionnelle. Il y a la sobriété d'usage. On peut tout à fait, par exemple, réduire les thermostats dans les pièces qui ne sont pas occupées pour réduire la consommation de chauffage. Tout ce qui est lié à l'usage. Par exemple, partager ses trajets, remplir son véhicule avec les systèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça, c'est l'usage. Et puis, la sobriété coopérative, c'est celle qui nous encourage à faire tous les bons gestes. Alors la sobriété coopérative, c'est l'environnement dans lequel on est. Vous savez, nous sommes entourés de publicité et la publicité, c'est consommer plus. Eh bien,
est-ce qu'on peut peut-être jouer sur ce levier-là pour qu'au niveau collectif, l'encouragement soit fait désormais pour bien prendre en compte ces enjeux humains, de comportement, qui sont absolument fondamentaux pour engager la transition à hauteur des enjeux. Vous faisiez un rappel à la loi, effectivement, quelque part, sur 2015, et effectivement le fait que sobriété soit aussi inscrit de manière légale, j'allais dire. Et ça, vous le voyez, est-ce qu'il y a un élan que vous constatez depuis 2015 ou Ah oui, je vois tout à fait que le terme sobriété, qui est, on va dire, très français, est rentré désormais dans le langage de ceux qui réfléchissent en Europe. On parle de sufficiency au niveau européen et de plus en plus d'acteurs de la transition se positionnent non seulement sur des trajectoires d'efficacité énergétique, de renouvelables, mais commencent à comprendre et intégrer l'aspect sufficiency, sobriété comportementale. L'Agence internationale de l'énergie vient de sortir le mois dernier un scénario net zéro à l'horizon 2050 et pour la première fois, l'Agence internationale de l'énergie mesure l'impact des changements de comportement dans l'usage des transports, de la mobilité, dans l'usage de l'industrie, dans les choix d'action. Et ça rentre dans les mœurs et dans les pratiques et dans les esprits. Il faut s'en réjouir. Ça me fait une parfaite transition justement sur ces enjeux, et ce sera la dernière, n'hésitez pas à la développer, les enjeux liés à l'humain. Hein, c'est quand même la base de tout aussi, de pouvoir avoir ces enjeux qui sont liés directement à la transition énergétique. Qu'est-ce que vous mettez derrière et quels sont les principaux blocages finalement auxquels ils peuvent être potentiellement confrontés pour atteindre le 100% énergie renouvelable? Ah, l'humain est fondamental et l'humain est à la fois la clé, mais l'humain est pétri de croyances. Croyance que le changement climatique n'est pas là, croyance qu'il sera pour plus tard. L'humain avec un grand H, le français, non, vous visez personne en particulier. On est tous concernés, on a du mal, on est rattaché à nos croyances et on a du mal à croire cette réalité que le changement climatique, il est là pour durer et il peut vraiment mettre l'humanité en grave danger. Croyance que les solutions vont être uniquement technologiques. Non, on en a besoin. Elles seront technologiques, elles seront digitales, elles seront numériques. Mais il y aura un fort impact également de l'humain, du comportement. On peut mettre la digitalisation au service justement de cette transition, au service même de cette sobriété en apportant les informations en temps réel. La plus grande difficulté, je vois, c'est on refuse de croire ce que la science nous dit. Et ça, c'est profondément humain. Alors, justement, l'humain, il a besoin de quoi? Il a besoin d'éléments fondamentaux, de se loger, de se vêtir, de se nourrir. Repartons de ces besoins de base pour constituer, en fait, aller chercher les systèmes qui nous permettent d'assouvir ces besoins de base, mais à chaque étape, en faisant bien soin de donner priorité à la dégradation de l'environnement derrière les systèmes qu'on utilise, notamment les émissions de carbone, notamment les émissions de gaz à effet de serre. Et ça, c'est la grande philosophie de notre approche à l'association Négawatt, c'est de partir des besoins des humains et de développer les systèmes qui seront les plus intelligents pour répondre à ces besoins tout en réduisant au maximum les impacts environnementaux. Et la priorité, c'est de réduire effectivement les impacts liés aux émissions de gaz à effet de serre. Donc l'humain est au cœur de tout et la technologie est là pour être au service de cet objectif. Et ça reste encore un outil qu'il faut pouvoir actionner, et donc l'humain est encore là. Je vous avais une cinquantaine de secondes, allez pour un petit mot de la fin, je vous en prie Benoît. Nous sommes à un tournant et là où il faut miser, c'est sur l'intelligence collective et l'économie de la connaissance. Il faut que nous passions d'une économie où les ressources sont limitées vers une économie où les ressources sont illimitées. Et la première ressource qui est limitée, c'est l'intelligence, c'est l'éducation. Et ça, ces ressources illimitées, elles prennent du temps à partager. Donc la plus grande difficulté, c'est d'engager cette éducation collective, un peu ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne climat, mais d'accepter qu'il faut le temps long. Donc on est d'un côté le temps court qui nous met au pied du mur par rapport à la réalité du changement climatique, mais préparer nos esprits, ça passe par un temps un peu plus long pour apprendre et acquérir toutes les connaissances. Merci beaucoup pour tous ces insights, ces solutions et cette vision aussi pour terminer et s'engager et voir vers le futur. Merci beaucoup Benoît, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.